Bonjour à toutes et tous. Merci Président, merci Gilles pour l'accueil. Merci Julien pour avoir eu l'initiative de planter le décor avec un sondage qui me semble important pour ne pas que ce soit descendant et sous forme de monologue, parce que c'était le souhait que je souhaitais avec vous, c'est partager et puis aller au cœur de l'action, non pas par des mots, mais par des actes, puisque le sujet du handicap concerne en France plus de 12 millions de personnes, dont 80% des handicaps ne sont pas visibles, et que tous, à un moment de notre vie, on peut être en situation de handicap, soit visible ou invisible, soit à l'issue d'une maladie invalidante, un cancer, soit à l'issue, d'un accident, ou alors d'un accident au niveau de la société, de la vie. Pour ma part, je suis Christophe Roth, je viens de fêter mes 55 ans à Rome, pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et si je suis investi sur les sujets du handicap, c'est tout simplement parce que je suis un miraculé de la nation. Le 15 décembre 1999, sur un vol à main armée, j'ai pris 2 balles dans le dos et j'ai tout réappris. J'ai réappris à marcher, j'ai réappris à aller aux toilettes, j'ai réappris à prendre conscience en moi. Et j'ai aussi subi le regard des autres, y compris la volonté d'un ancien ministre qui a été secrétaire général de l'Élysée et aussi directeur général de la police nationale et qui a terminé en prison, je ne vais pas donner son nom, mais vous l'avez deviné, qui m'avait reçu et qui voulait me mettre en invalidité, imputable au service, alors que je venais d'avoir mes 30 ans. Et que c'était un grave accident, puisque nous avons eu un collègue décédé sur un vol à main armée. Comme moi j'étais le responsable du dispositif, et que j'ai pris 2 prunes dans le dos, et je suis porteur de prothèse dorsale, j'ai tout réappris. Donc je me suis battu. Cet accident a eu lieu le 15 décembre 1999. C'est important que je vous le dise, parce que je ne suis pas un syndicaliste, rentré dans le monde du travail. Je suis fidèle à la CFE-CIC depuis 1992. Ça a toujours été mon syndicat. Et je ne suis pas rentré pour faire du syndicalisme dans la police, mais de la procédure, puisque je suis titulaire d'une maîtrise en droit. J'ai fait les études ici, dans cette belle région. J'ai eu le bac à 16 ans. À 20 ans, j'avais la maîtrise en droit. Et puis j'étais admissible à l'école de notariat. Et j'ai mal tourné, je suis rentré dans la police. Parce que pendant le service militaire, j'ai passé le concours de la police que j'ai eu. Mais ma carrière n'a pas été lisse, puisque j'ai eu ce grave accident et on a voulu me foutre dehors, mais vraiment, alors que c'était imputable au service. Et donc, à l'époque, 15 décembre 1999, 2 ans après, il y a tous les comités médicaux, les commissions de réforme qui se réunissent, et on dit, mais ce monsieur, il est officier de police judiciaire, mais il n'est plus apte au service d'un policier actif. Qu'est-ce que ça veut dire actif ? Actif, c'est aller faire des perquisitions, c'est être armé, c'est parfois avoir un gilet pare-balles, et c'est être confronté, à des situations de terrain qui peuvent être difficiles dans une société où il y a de la délinquance. Et il y avait un vide juridique. Le vide juridique, c'est qu'il n'y avait pas la loi du 11 février 2005, la fameuse loi d'égalité des chances. Et il n'y avait pas de fonds de compensation et d'aménagement des situations de handicap, à savoir dans la fonction publique. Il n'y avait pas l'équivalent de la GFIP qui existait pour le privé et qui avait été créée par la loi du 10 juillet 87. Puisque la loi du 11 février 2005 a permis 2 choses importantes. La création des maisons départementales du handicap, les fameuses MDPH, guichet unique pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et puis, le législateur, qui devrait être normalement exemplaire, puisque la fonction publique doit être exemplaire, a créé en 2005, le 11 février 2005, le fameux FIPHFP, Fonds d'insertion des personnes handicapées dans les 3 versants de la fonction publique, hospitalière, territoriale et État. Sauf que moi, quand j'ai repris le service, il n'y avait pas ça. Et j'ai repris le travail à mi-temps thérapeutique. Paix à son âme, c'est le médecin-chef Veil, le neveu de Simone Veil, qui était médecin-chef de la police nationale, qui m'a dit « il faut vous battre ». Il faut utiliser tous les recours juridiques possibles et inimaginables. Mais vous imaginez qu'à l'époque, j'étais affaibli sur le plan santé, j'étais encore dopé par des cachetons, j'avais les 2 prothèses dans le dos, j'avais une coque thermoformée, et puis j'avais la canne et que je n'avais pas forcément la volonté de me battre. Et je me suis fait aider par un avocat de renom, et je suis allé contre le ministre de l'Intérieur à l'époque, au combat. Et mon syndicat, qui est quand même un syndicat puissant dans la police nationale, puisque majoritaire, il ne connaissait pas les sujets du handicap. Donc, il a fallu que je me batte. Et j'ai gagné. J'ai gagné au niveau des procédures, puisque je suis toujours actif de la police nationale.
Je n'ai pas été donc mis à la retraite d'office. Entre parenthèses, on me proposait la retraite avec, en équivalent euro, 1 000 euros hein, par mois. Donc ça ne permettait pas de vivre. Et puis, la deuxième chose qu'on m'avait dit, c'est le reclassement. Vous allez être classé dans le corps des attachés de police. Sauf que ce n'est pas les régimes identiques. Quand vous êtes dans la police nationale en qualité d'actif, vous avez une carrière qui vous permet de gagner la bonification du 1/5e qu'on paie, puisque c'est un corps actif. Donc votre carrière, elle peut être réduite de 5 ans, mais vous payez ce statut d'actif. Alors que si j'étais reclassé dans le corps des administratifs, ma carrière était prolongée de 5 ans, et surtout, il y avait une chute de salaire qui était non négligeable, puisqu'elle était avoisinante les 800 euros aujourd'hui. Parce que quand vous êtes dans la police nationale, vous avez la prime de suggestion spéciale, c'est-à-dire, entre guillemets, la prime de risque, vous avez la prime de qualification de commandement, quand vous avez du commandement et puis des équipes à gérer, à manager, et vous avez aussi la qualification d'officier de police judiciaire qui est primée. Entre parenthèses, dans le calcul des retraites, les primes ne sont pas inclus pour la fonction publique. Je tiens quand même à le signaler, c'est dans le salaire entre 25 et 30% qui ne sont pas inclus pour le même calcul. On n'est pas sur les mêmes critères du privé, et je n'oppose pas le privé et le public, puisque mon épouse est dans le privé. Donc je connais aussi un peu le privé, elle est DRH. Vous voyez, voilà, aujourd'hui elle a ripé sur la qualité de formation. Donc, un combat que j'ai mené, et donc j'ai été réintégré. Et quand on m'a réintégré, le fameux directeur général de la police nationale de l'époque, je le cite, même si on a enregistré, je prends le risque, mais il n'y a aucun risque, c'était Claude Guéant. Son surnom, c'était Richelieu. Je suis convoqué dans son bureau, timide, réservé. J'avais 20 kilos en moins. Et il me reçoit de manière très solennelle, et brutalement, il me dit, alors vous imaginez quand même, vous sortez d'un accident grave en service, vous avez un collègue décédé, vous n'êtes pas encore remis sur le plan psychique, sur le plan physique, vous arrivez au ministère de l'Intérieur avec des cachetons dans la bouche, un peu vacillants quand même, voyant peut-être parfois les visages en double, parce que voilà. Et il me dit brutalement, et ça me restera gravé à vie, et peut-être qu'un jour j'en ferai un écrit, il me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? Vous vous rendez compte? Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'écho et de la puissance des mots. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Et c'est pas du cinéma là, ce que je vous dis, je parle avec mes tripes, parce que je le revis, je suis là devant vous, mais je le revis. Et je lui dis, mais je comprends pas. Je lui dis, mais ok, mon corps est meurtri, mais je sais toujours rédiger, je sais toujours faire de la procédure, et je suis apte à faire des fonctions de police administrative, de la gestion. Il me dit, ok, on va vous donner votre chance. Et donc, il me donne ma chance. Et donc, je suis affecté au ministère de l'Intérieur, alors sachant que je venais d'un service judiciaire. Je venais de la 2e division de police judiciaire qui couvrait le 18e, le 9e, le 2e et le 1er arrondissement, où vous faisiez du traitement judiciaire, à la fois vol à main armée, trafic de stupes, et puis c'était pas de la délinquance astucieuse comme aujourd'hui, c'était de la délinquance de rue. Il y avait des vrais fonds dans les banques, il y avait des vrais voyous, et il y avait des vrais gens armés jusqu'aux dents. Et il y avait de la prostitution de rue, aujourd'hui la prostitution est masquée, enfin voilà, il y avait une délinquance qui était différente par rapport à aujourd'hui. Et donc je rentre dans ce monde ministère, rien à voir avec un hôtel de police ou un commissariat de police, c'est plutôt, je dirais, de la belle moquette, du bois qui craque, et puis des bureaux assez austères avec des gens qui ont le profil de cadre supérieur de la police nationale. Et on me dit, vous allez être attaché donc, au cabinet ministre, et puis on va créer un poste. Ouais. Et donc, on me dit, vous êtes en charge des programmes de besoins immobiliers et des programmes zonales de maintenance immobilière. Ah ouais, je lui dis, c'est quoi ce truc-là? Parce que moi, je suis pas architecte. Et puis là, on me dit, mais non, attention, c'est une mission très sérieuse. Et c'est vrai que c'était une mission très sérieuse.
C'était en fin de compte toute la rénovation des bâtiments de la police nationale, y compris les baraudages, y compris les constructions des commissariats de police, des sous-préfectures, des préfectures et des points de contact de police de proximité avec les nouvelles normes, parce que la délinquance évoluait, il y avait des attaques de commissariats qui commençaient en 2001, et donc il fallait réagir. Et j'ai occupé ce poste pendant 2 ans, mais bon, moi, je voulais retourner dans le judiciaire. Après ce poste, on a continué à me faire confiance. J'ai été donc à la gestion des parcours professionnels des gardiens jusqu'au commissaire de police, donc une mission très sensible sur les avancements, les mutations et les commissions de réforme et les comités médicaux. Puis à un moment donné, j'ai été repéré par une dame qui est décédée aujourd'hui, qui est le commandant Brigitte Carré de Lucençay, qui m'a dit « Mais on a besoin de toi, il faudrait que tu viennes à la Fédération des services publics, CFE-CGC ». Donc moi, je ne connaissais pas du tout les fédérations, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, ok, pas de problème, je peux faire quoi? Et puis là, on me dit, tu vas t'intéresser au FIPHFP, on a besoin de quelqu'un pour aller au FIPHFP, tu vas devenir mon suppléant, machin, tout le truc. Et cette fameuse Brigitte Carré de Lucençay, elle m'a fait rentrer dans le bain, mais de manière assez extraordinaire. Je l'ai dit à des collègues ce matin. J'arrive au FIPHFP, une enceinte caisse des dépôts, très solennelle, un directeur général, le profil de Jacques Chirac. Et là, Brigitte Carré de Lucençay, une femme de 62 ans, commandant de police, très sensible sur le handicap parce qu'elle était devenue sourde, suite à un grave accident, en service aussi. Elle commence à dézinguer le directeur général de la police, du FIPHFP. Et puis, soudainement, elle dit « Mesdames et messieurs, je quitte, et ma relève est là. » Et j'étais pas prévenu. Je lui en ai voulu beaucoup, et à son âme. Je connaissais rien du tout. Bon, ça a été un bizutage quand même assez douloureux. Donc pendant 2-3 mois, je ne vais pas parler, parce que franchement, j'ai trouvé ça assez puant en mesurant mes propos. Mais en réalité, elle m'a rendu service. Parce qu'elle m'a mis face à ma responsabilité. Elle m'a mis également sur la nécessité de travailler les dossiers et puis aussi de travailler aussi la relation avec le directeur général parce qu'il a fallu tout refaire. Aujourd'hui, Jean-Charles Vattier, qui était un ancien directeur général du FIPHFP, on est devenu en relation amicale. Donc vous voyez quand même qu'on a beaucoup œuvré ensemble. Ça, c'est un marqueur de ma carrière. Et le deuxième marqueur, c'est Martine Quérier. Le docteur Martine Quérier que vous voulez connaître, qui est devenu une amie. Et je pense que ça a été la plus roublarde de ma carrière, dans le bon sens du terme, parce qu'un jour, elle m'avait repéré, elle avait entendu que je siégeais au FIP, que je m'intéressais au sujet du handicap. J'ai oublié de dire une chose importante, c'est que je suis issu de la Normandie, j'ai jamais pu être référent régional de la Normandie, parce que tout le monde avait peur de perdre son poste, parce que Christophe Roth voulait le poste. Voilà. Alors que moi, je voulais travailler pour l'humain. Mais bon, vous voyez un petit peu la notion du syndicalisme chez nous. Et puis, Martine me dit, ouais, il y a un congrès, on va faire le nécessaire pour que tu sois élu. Je dis, c'est quoi le nécessaire? Elle me dit, ouais, on a besoin de toi et tout. Bon, donc on arrive au congrès à Lyon. François Abril, c'était la première candidature, enfin, la deuxième candidature après Saint-Malo. Mais là, il était donc candidat à la présidence, seul candidat. Et donc, il fallait qu'il constitue son exécutif. Puis moi, je ne savais pas du tout. Alors, il y avait 35 candidats pour 20 postes. Et je suis élu. Et la première chose qui m'a marqué, c'est qu'il y avait un collègue d'une autre fédération qui était en fauteuil roulant. S'il avait été élu, les locaux de la Confédération 59 rue du Rocher, ce collègue ne pouvait pas monter au 4e étage, c'était inaccessible. C'est un ami, c'est Jean-Christophe Chartier. Petite anecdote, pendant ce congrès qui s'est déroulé à Lyon, les ascenseurs étaient tombés en panne et son fauteuil roulant électrique était tombé en panne et celui qui l'avait dépanné, c'était moi. Alors que je ne connaissais rien du tout. Parce que tous les collègues de sa fédération l'avaient abandonné. Ça fait réfléchir quand même. Et je suis donc élu. Puis là, se pose le problème de la répartition des portefeuilles, parce que Martine m'avait vendu le travail une journée par semaine. J'arrive donc à la Confédération, puis là on me dit, il y a ça à gérer, il y a ça, machin et tout. Tu vois, mais il y a un problème là, moi je ne suis pas détaché de la police nationale. Je suis toujours en fonction. Comment on va organiser le truc?
Et donc, pendant très longtemps, 1 an, j'ai éclusé toutes mes heures sup, tous mes RTT, tous mes congés, pour faire 1 an de mandat, à titre gracieux, sans détachement. Sauf que ça ne pouvait plus continuer, et puis j'ai eu un détachement, et je voulais rester dans le monde de l'entreprise, parce que j'y suis fortement attaché, et après on m'a détaché à 0,45 ETP, ce qui me permettait en fin de compte de travailler 30 jours par an pour faire des permanences judiciaires. Et aujourd'hui, je suis détaché à 0,7 ETP, je fais encore 10 jours de permanence judiciaire parce que j'y tiens à la direction départementale du Calvados. Principalement la période de Nouvel An pour que les collègues puissent encore faire, je dirais, des périodes auprès de leurs enfants. Et puis là, pendant les Jeux Olympiques, j'ai bien sûr été en service pendant 15 jours, alors que j'étais secrétaire national et président de la GFIP. Bon voilà, je vous ai raconté un petit peu ma vie pour vous dire que je ne suis pas un syndicaliste classique, j'ai jamais eu de problème avec mon administration à part ce grave accident, et le sens de mon engagement, c'est de défendre l'humain au quotidien, et ce n'est pas des mots, c'est des actes. Je vous ai planté le décor, et Julien vous a donc, planté aussi, à travers cette étude à laquelle vous avez participé, je vous remercie, sur des sujets qui sont importants. Je ne travaille pas seul. Je travaille dans un périmètre où je suis accompagné de plusieurs outils que j'ai essayé de mettre à disposition. Déjà, il y a 2 délégués nationaux que je tiens à saluer parce qu'ils sont très impliqués, ils sont à mes côtés. Eh bien, le premier, c'est Christophe Legoy, qui est un directeur de banque, qui est une personne formidable, que j'ai vu arriver, moi, à la CFE-CGC, que j'ai formé sur le handicap et qui aujourd'hui est prêt, je dirais, à faire encore plus. Et je peux vous assurer que la plus grande fierté que j'ai pu vivre, eh bien, c'est à Nantes, il y a quelques jours, où je leur ai dit, moi je ne prendrai pas la parole, c'est vous qui allez être en scène et c'est vous qui allez être aux tables rondes. Mes prédécesseurs ne l'ont jamais fait. Parce que les délégués nationaux sont en dessous des secrétaires nationaux. Moi j'ai inversé la courbe. Et puis ils étaient donc aux tables rondes. Et Christophe m'a très fortement surpris parce qu'il maîtrise bien les sujets. Et il est vraiment très pointu sur les thématiques des aidants, des proches aidants, et également aussi du sujet du handicap. Et il est aujourd'hui agréé comme formateur sur les 4 modules que l'on anime au niveau du handicap dans le partenariat GFIP, CFE, CGC. Donc ça, c'est une grande fierté. Parce qu'on n'est pas dans le monde syndical des gens pour une carrière syndicale, on est là pour assurer la continuité de service et l'intérêt général. Il y a eu des prédécesseurs, Bernard Saint-Angros, Martine Quirier, Mireille Dispo, Christophe Roth, mais il faut savoir aussi passer le relais, être un ambassadeur pour toujours accompagner l'humain et toujours accompagner les personnes en situation de handicap, parce qu'il y aura toujours des gens en situation de handicap, et il y en aura toujours plus, puisqu'aujourd'hui on diagnostique beaucoup plus les enfants en situation de handicap qu'avant. Donc c'est nécessairement une obligation pour notre confédération d'essayer d'être toujours performant pour accompagner les parcours professionnels des personnes en situation de handicap. La deuxième personne qui est à mes côtés, c'est Fatima Hamadi, qui vient d'arriver très récemment et qui est en charge du logement. C'est une cadre, mais de chez Orange, qui est sur un gros sujet, le logement, qui est un sujet à la fois à 3 tiroirs. Le premier tiroir, et ça c'est la trajectoire sur laquelle je travaille aujourd'hui, comment faire pour que la CFE-CGC apporte une plus-value, un service à nos adhérents, pour mieux faire connaître les offres du service d'action logement, parce qu'elles sont méconnues, et qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui a beaucoup évolué. 1, la tension du logement et les coûts sont exorbitants. 2, la grande pénibilité et la grande difficulté pour les jeunes, les primo-entrants dans le monde du travail de pouvoir se loger. Et puis 3, les mobilités non choisies dans le monde du travail qui permettent d'être accompagné quand on a, par exemple, quelqu'un qui vit à Lyon et qui a une mobilité à Tourcoing ou à Arras ou en Normandie. Accompagner le monde du travail qui change, les mobilités non choisies, les PSE aussi, tout ça vous le savez, parce que vous êtes en pleine difficulté sur ces sujets et en pleine négociation sur ces périmètres qui sont très importants et qui touchent l'humain. Et puis aussi accompagner ce que j'appellerais les parcours de vie accidentés, qui sont de plus en plus nombreux, c'est-à-dire les personnes qui divorcent, qui ont des jugements avec des droits de garde et d'hébergement, et qui parfois sont obligés de se retrouver, parce qu'ils sont affaiblis sur le plan financier, sur le plan moral, eh bien, se retrouver dans un studio et privés des droits de garde et d'hébergement des enfants, parce que ça se passe mal, parce que les avocats, voilà, et puis parce que financièrement, c'est pas possible, et puis parce que
les règles pour héberger des enfants quand on est divorcé, c'est au minimum d'avoir une chambre séparée des parents. Donc tout ça, c'est des vrais sujets où nous avons de l'humain, et dans le secteur, moi j'attache vraiment une trajectoire, je dirais, sur l'humain. Parce que le système des gamelles et des bidons, il y en a d'autres qui savent le faire. Et pour tout vous dire, et moi je reste humble par rapport à vous, et par rapport au monde du travail, et sans langue de bois, encore une fois, les sujets sur lesquels je suis investi, c'est des sujets qui arrivent en dessous de la pile de tous les sujets que vous avez. Puisque les sujets que vous avez, c'est quoi? C'est la négociation salariale, c'est les mutations, c'est les avancements. Et tout ce qui concerne le handicap, c'est très compliqué. Tout ce qui touche le médical, c'est très complexe. Tout ce qui touche le logement, oh là là, c'est des dossiers à monter. Enfin voilà, si personne ne s'en occupe, dans ces conditions, je dirais, c'est un échec pour le monde du syndical qui est avant tout là pour défendre, à mon sens, la sécurité et la santé au travail de toutes les personnes qui travaillent, qui font bouillir la marmite, qui acquièrent des droits à la retraite et qui doivent aussi être accompagnés sur leur santé, leur sécurité au travail. C'est la première règle que tout employeur doit normalement, je dirais, mettre en exergue. Donc pour ça, 2 délégués nationaux et 2 experts. Un expert sur le logement qui est un monsieur que je respecte beaucoup, un ancien Normand, Diego Alarçon, qui m'avait dit lors du congrès à Tours, quand j'ai été élu secrétaire national, je vais me mettre à disposition pour un mandat, et donc il est aujourd'hui l'expert sur le logement. Et puis, puisque Ngaël fait partie de ce réseau, et je tiens à saluer son implication, même si elle devrait être un peu plus présente, fallait que je le dise, eh bien, le réseau LGBT que j'ai lancé, et ça a été très compliqué. Parce qu'à Tours, naïvement, j'ai fait un discours, et je pensais que ces discours n'étaient pas écoutés. Et à un moment donné, j'ai indiqué que travailler sur les discriminations, il y a 25 critères de discrimination en France, c'est également travailler sur les personnes et l'orientation sexuelle pour ne pas vivre de discrimination. Ça voulait dire implicitement les politiques LGBT+. Sauf qu'à l'issue du congrès, on m'a écrit, il y a 7 présidents de fédérations qui m'ont écrit, ils m'ont dit « Ouais, c'est bien les discours, mais c'est quoi les actes ?» La CFE-CGC n'a jamais travaillé sur LGBT+. Et là, je suis allé voir un petit peu ce qui s'était fait dans le passé. Il y a plus de 20 ans, le président Cazette avait effleuré le sujet LGBT+, et il avait voulu l'embarquer, sauf qu'au niveau de l'exécutif confédéral, il y a plus de 20 ans, c'était pas mûr. Et là, c'était pas mûr non plus. Parce que moi, quand je l'ai mis sur la table au niveau de notre exécutif, le bureau national, donc normalement, nous sommes 9 sages autour du président, du trio, et on forme une équipe de cohésion et de force, et on doit porter une ambition politique collective. Mais là, c'était pas gagné, parce que j'étais pas du tout dans une posture majoritaire pour le sujet LGBT+. Et celui qui m'a vraiment beaucoup soutenu, et c'est pas parce que c'est le président et parce que je suis respectueux d'une hiérarchie, c'est François Omril qui a dit oui, il faut y aller. Et on y est allé. La première chose que j'ai constituée, c'est le réseau LGBT+, un référent par fédération, et on s'est mis en mode projet. Bon, quand je me mets en mode projet, je ne suis pas un garçon simple, je suis assez déterminé, et puis moi, les modes projet qui durent 1 an, c'est pas des modes projet, c'est la balade des gens heureux. Donc on s'est fixé un cahier des charges, 6 mois, pour rédiger le guide LGBT+. Et là, je peux vous dire que j'ai assuré vraiment les choses avec un peu de distance et de hauteur, parce que je voulais garder le cap pour ne pas rentrer dans l'émotion. J'ai vu un réseau de personnes qui étaient très dynamiques, très motivées, très concernés, et puis surtout très opérationnels, et on a sorti le guide LGBT+. Entre-temps, on a nommé un expert sur LGBT+, qui est un garçon de la police nationale qui a vécu la discrimination, c'est Alain Parmentier. Il a été le créateur de FLAG. FLAG, eh bien, c'est toute la lutte de la discrimination des populations LGBT+, au sein du ministère de l'Intérieur et au niveau du ministère de la Justice. Et puis, il est également aussi à la tête d'une association au niveau européen, et c'est un garçon vraiment qui est très brillant sur ces sujets, et qui n'est pas, je dirais, les clichés qu'on peut avoir d'une personne qui représente la politique LGBT+, avec tous ces raccourcis.
Et aujourd'hui, on est dans une deuxième dynamique, et je parle sous le contrôle de Gaël. Nous avons, bien sûr, le guide. Entre-temps, nous avons fait un colloque et nous avons fait la première table ronde confédérale sur LGBT+, c'était à Nantes, ça a été une réussite. Parce que croyez-moi que c'est pas aussi simple que ça, et parfois vous avez des appréhensions d'aborder ces sujets, parce que ça peut vite déraper. C'était une réussite. Et là, nous avons donc, nous sommes en train de terminer les modules de formation diversité LGBT+, et on lancera les formations en distanciel, parce que j'ai pas de budget pour l'instant, à partir de l'automne. On sollicitera les UD, les fédérations, les UR, et donc on sensibilisera pour bien prendre en compte les politiques LGBT dans les discussions bien sur des accords diversité. En parallèle, et là c'est le président confédéral qui m'a piégé, il a été intervenu devant le réseau interfédéral LGBT+, et il a dit « Chiche, on fait la marche des fiertés ». Donc nous allons faire la marche des fiertés le 28 juin, un samedi, on aura un char, et bien évidemment, nous porterons les valeurs de diversité par rapport à cette lisibilité et cette action de marche des fiertés. Donc, un secteur accessibilité, égalité des chances, logement qui est très riche, avec 3 réseaux constitués, je vous la fais courte. Un réseau handicap, 2 référents par région, 2 référents par fédération, dynamique, mais pas suffisamment dynamique par rapport à la portée et aux incidences dans le monde du travail. C'est mon avis, et j'essaye de redonner une nouvelle force, et surtout de rajeunir aussi les personnes pour assurer une continuité. Le deuxième réseau, c'est, alors bien évidemment, quand je parle de handicap, on inclut également les aidants et proches aidants, puisque la première chose sur laquelle j'ai travaillé en arrivant en 2016 dans le secteur de Martine Quérier, c'était le guide des aidants familiaux. Parce qu'à la Confédération, ils ne voulaient pas se mettre d'accord au niveau des portefeuilles. Il y avait le secteur santé au travail et handicap, dont j'étais un des membres auprès de Martine, et puis le secteur protection sociale avec Serge Lavagna. Ils n'étaient pas d'accord pour travailler sur les sujets des aidants ensemble. Donc moi, je suis arrivé et puis j'ai essayé de mettre en place le guide des aidants et on l'a travaillé et ça fait partie des best-sellers. Et là, il est en train d'être réactualisé parce que sur le plan législatif, il y a eu des évolutions. Le deuxième réseau, qui est un réseau très important et extrêmement sensible, puisque là, je n'ai pas la main sur la totalité même de ce réseau, c'est le réseau logement. Le réseau logement, nous avons des postes à pourvoir dans les territoires avec des ESH, donc c'est l'équivalent des institutions qui existent au niveau national d'Action Logement Groupe, mais qui sont déclinées dans les territoires, c'est l'attribution des logements, et puis c'est des discussions par rapport, je dirais, avec Action Logement, mais aussi le HLM, donc des postes assez politiques et assez stratégiques. Et là, ce sont les UR qui proposent des désignations, et nous sommes derrière avec des formations qualifiantes qui sont dispensées avec Action Logement Formation, et on oblige un minimum de sérieux, et que les gens qui ont des mandats dans les territoires viennent au minimum 3 fois par an se former sur 12 formations proposées par an. Ça, c'est la première chose que nous avons au niveau du logement. Et ensuite, nous avons des postes nationaux sur lesquels j'ai la main et sur lesquels, je dirais, on essaye de trouver des nouvelles forces parce que il y a des gens qui étaient impliqués sur le logement. La limite d'âge des mandats, c'est 70 ans. Et il faut essayer d'avoir des gens qui sont aussi en phase avec les réalités. Il faut les deux. Il faut en fin de compte des gens qui sont des seniors et qui connaissent bien les rouages et qui sont des fins techniciens et aussi qui connaissent les rouages politiques, mais aussi avoir une nouvelle force parce que ces gens, dès l'instant où ils auront 70 ans, il faut avoir des réserves. On a 0 réserve. Hein. On a 0 réserve. Donc moi, les talents, je veux dire, s'il y en a, n'hésitez pas à nous solliciter et à nous faire savoir que vous avez du temps. Voilà, moi j'ai 0 réserve, je le dis humblement. François Omril est au courant, l'exécutif confédéral est au courant. Donc je veux essayer de travailler pour épauler sur le sujet du logement avec des nouvelles personnes qui peuvent arriver. En tout cas au niveau national, au niveau des UR, je n'ai pas la main, c'est les présidents d'UR et leur exécutif et CDR, les comités directeurs régionaux, qui ont la main. Puis le troisième réseau, c'est le réseau LGBT+. Donc là, c'est une personne par fédération qui participe, je dirais, à ce réseau. Notre secteur est un secteur qui offre beaucoup de services, que vous n'utilisez pas suffisamment. Je le dis parce que c'est une réalité. Nous avons 2 gros partenariats. Un partenariat avec la GFIP,
En gros, c'est 500 000 euros par an. Mais 500 000 euros, attention, c'est de l'argent public. Donc c'est 1 euro dépensé égale 1 euro amorti égale 1 euro justifié. Et là, nous faisons des formations. 4 modules. Module de sensibilisation, qui est très descendant. Je vais vous expliquer les choses pour entrer dans le sujet sur le handicap, parce que là, je prends du temps. Il y a quelqu'un qui a dit que j'étais très bavard, qui m'a déjà entendu. Mais je ne fais pas à chaque fois le même discours, parce que là, j'improvise. Puis, je n'ai pas de slide. Donc, des formations, 4 modules. Le premier module, sensibilisation, qui est très descendant, avec les lois. Les lois indispensables à connaître, les guichets à connaître, le FIP pour le secteur public, l'AGFIP pour le secteur privé, mais également aussi le rôle des MDPH avec la délivrance de la fameuse reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, RQTH, mais également aussi ce que c'est qu'une PCH, une prestation de compensation du handicap, et également quels sont les leviers possibles pour négocier les politiques handicap en entreprise. Ça, c'est le premier module. Le deuxième, c'est un module qui dure 3h30. Le deuxième module, c'est un module qui est très important, qui nous concerne tous. Et en plus, dans le monde syndical, nous sommes encore plus concernés, c'est la prise en compte du handicap psychique, cognitif et mental et les 5 phases qui peuvent amener à l'épuisement professionnel. Le fameux broyeur silencieux. Moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai été formé par des médecins. Et donc, ce sujet de l'épuisement professionnel, communément appelé burn-out, est un vrai sujet sur lequel il y a des pièges à éviter pour ne pas être confronté à des avis médicaux de médecins de la médecine du travail qui essayent de dire que ce n'est pas le travail qui vous fait plonger dans l'épuisement, mais ce sont des choses liées, je dirais, au privé, en l'occurrence un divorce, une difficulté financière, un enfant qui va pas bien, un échec scolaire, une femme qui a des difficultés dans son travail. Donc dès l'instant où on commence à avoir des éléments du secteur personnel dans la procédure d'épuisement professionnel, c'est terminé, ça tombe, puisque ce ne sera jamais reconnu comme un épuisement professionnel, mais comme une dépression liée à des facteurs en dehors du monde professionnel. Donc là-dessus, nous avons également des outils à vous communiquer, et puis des méthodes pour éviter les pièges qui peuvent être tendus par la médecine du travail. La médecine du travail, vous savez qu'il y a 3 catégories de médecine du travail. Il y a les médecins qui sont normalement indépendants, sincèrement. Il y a les médecins qui sont payés par l'entreprise et donc qui sont un peu cadenassés, qui sont des outils RH. Et puis, il y a les médecins, malheureusement, qui sont là pour faire du chiffre. Et puis, voilà. Et je le dis, moi, avec beaucoup de respect, puisque, je vous dis, j'ai travaillé avec des médecins du travail. Et puis là, aujourd'hui, dans l'équipe confédérale, il y a le docteur Anne-Michel Chartier. Et bon, voilà, mon analyse, parfois, on a des débats vifs, mais en tout cas très respectueux. Et puis, il est complètement d'accord que parfois, les sujets santé au travail et sujets handicap sont des armes RH pour écarter les plus vulnérables dans le monde de l'entreprise. Ce n'est pas de la langue de bois, c'est de la réalité. Parce que moi j'ai des dossiers, des choses concrètes. Chaque fois que je me bats vraiment à très haut niveau, c'est parce qu'il y a quelque part un peu de discrimination. Et quand on analyse les chiffres, pour faire une belle transition par rapport à nos sujets, on voit quand même qu'en France, le handicap, c'est toujours la première cause de discrimination depuis 8 ans. Ce n'est pas Christophe Roth qui le dit, c'est le défenseur des droits. Plus de 25% de saisines du défenseur des droits sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc un vrai sujet sociétal, devant la race, la couleur et la langue. Ça interpelle quand même. Et puis les 2 autres modules que nous dispensons également, qui sont des modules très techniques, et là Christophe Legois vient de commencer, je dirais, à animer ces formations, parce qu'avant il n'y avait que moi qui les animais, c'est ce qu'on appelle mettre en place une politique handicap en entreprise. C'est négocier des accords handicap en entreprise. Et là, moi, je vous incite vraiment à faire ces modules, parce que c'est du concret, c'est des choses qui peuvent vous apporter. Et il faut arrêter de penser que le handicap ne concerne que les gens handicapés. C'est une vaste blague, c'est une vaste connerie. Et moi, je me bats au quotidien dans l'exécutif confédéral pour dire que 1 euro investi sur une politique handicap rapporte 13 euros à l'entreprise. C'est une donnée qui est consolidée au niveau européen, parce que quand vous faites de la politique handicap de manière efficiente et suivie, derrière, il y a également la qualité de vie et les conditions de travail qui en dépendent. Rappelez-vous l'histoire. Pourquoi on a tous aujourd'hui le SMS? Est-ce que vous savez?
Tout simplement, à l'époque, il y avait le tam-tam. Et le tam-tam, il avait été créé pourquoi? Pour les personnes sourdes et malentendantes. Pourquoi nous avons des télécommandes pour la télévision? C'était fait pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Pourquoi nous avons des ascenseurs? C'était pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Tout ce qui, en fin de compte, bénéficie aux personnes en situation de handicap apporte un bénéfice à la société et au monde du travail, et c'est un retour investissement qui n'est pas négligeable. Et je peux vous donner plein d'autres exemples, presse purée et tout ça. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer sur ces détails. Donc, le sujet du handicap concerne à la fois le sujet, bien évidemment, de la qualité de vie et des conditions de travail, concerne aussi l'égalité femmes-hommes, puisque dans les statistiques consolidées, on voit bien que les femmes en situation de handicap sont triple peine. 1, elles sont femmes. 2, elles sont en situation de handicap. Et 3, c'est les plus vulnérables et c'est les premières à sortir du monde de l'entreprise. Le troisième point sur lequel il est important d'agir, c'est qu'une politique handicap qui est bien menée permet de mieux accompagner la production dans l'entreprise. C'est du gagnant-gagnant. Parce que, déjà, une politique handicap qui est bien constituée dans le monde de l'entreprise passe par 3 actions. La sensibilisation du collectif de travail, sensibilisation des managers. Qui mieux que Renault peut réparer une Renault? Qui mieux qu'un manager qui a été sensibilisé sur une politique handicap peut accompagner un salarié en situation de handicap? Un jour, j'ai vécu une situation qui était complètement folle. Un jour, un manager reçoit une personne aveugle, il la reçoit avec un siège sans dossard, sans dossier. La personne aveugle arrive, elle veut, personne ne lui dit qu'il n'y avait pas de dossier, fracture du crâne. Eh oui. Et c'est pas des films, c'est une réalité. Une personne a un grave accident, elle est PMR, elle est dans une entreprise, elle revient au travail, personne n'avait pris de contact, bien évidemment, pendant toute sa situation où elle était fragile et en soins, et elle revient PMR, en fauteuil roulant. On lui dit, oui, ton bureau, il n'a pas changé de place, c'est toujours au premier étage, sauf que ce n'était pas accessible. Sur le handicap invisible, tous les préjugés. Et alors sur les troubles psychiques, cognitifs et mentaux, alors là, n'en parlons pas. Une personne qui a un trouble psychique, cognitif ou mental, c'est une personne qui est dangereuse pour le collectif de travail. Un bipolaire, peut perturber l'ensemble du collectif de travail. Une personne qui est schizophrène peut être dangereuse, elle peut tuer tout le monde. C'est ça les préjugés qui sont dans la société. Donc, dans une politique handicap efficiente, il y a 3 choses importantes à savoir, et ça, je souhaiterais que vous puissiez le retenir. C'est le premier message, déjà faire appliquer la loi. La deuxième chose, connaître les guichets de compensation et d'aménagement des postes de travail. La GFIP, j'en parlerai. Et quand on est dans le secteur public, parce qu'on a tous des conjoints ou des gens de la famille qui travaillent dans le public, parce que privé-public, un agent ou un salarié, il n'y a pas de différence. Une personne en situation de handicap reste une personne en situation de handicap. Il faut l'accompagner, il faut l'épauler, il faut compenser sa situation de handicap et il faut essayer de la pérenniser dans son emploi sans qu'elle vive une carrière discriminante ou qu'elle soit mise sur le bord du chemin parce qu'elle est différente et singulière. Et donc, la troisième chose à savoir, en dehors des guichets de compensation et d'aménagement, le rôle du FIP et de la GFIP, c'est le suivi et le pilotage des politiques handicap. On ne peut pas se permettre de faire une politique handicap en entreprise, et moi je l'assume pleinement. J'étais le président de la GFIP pendant 3 ans, je suis sortant. Je n'ai pas voulu faire un deuxième mandat parce que j'avais qu'une seule cible, c'est de faire évoluer durablement le taux d'emploi, et en 3 ans, 500 000 CDI signés. Voilà, le taux d'emploi a progressé. Le taux de chômage a baissé, on était à 19% quand je suis arrivé, on est arrivé à 12%. Ça ne m'a pas valu que des copains, ni des amis, parce que j'ai mis en place la culture du résultat. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des chiffres, et ils parlent. Alors que ça faisait 12 ans que ça stagnait au niveau du taux d'emploi, et puis au niveau de l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est ce que j'ai fait
avec les équipes de la GFIP et l'ensemble des partenaires, et avec le gouvernement, ce que j'ai pu faire n'est pas la même donne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, je me suis retrouvé président de la GFIP à l'issue de la Covid, et où il y avait beaucoup de métiers en tension, le numérique, l'hôtellerie-restauration, le transport, sauf qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de PSE, et qu'il y a de plus en plus de difficultés pour recruter, mais aussi des difficultés financières et des fermetures d'entreprises. Donc, les indicateurs que j'avais à l'époque au vert à l'issue de la Covid sont aujourd'hui des clignotants qui sont assez orange. Ça, c'est le premier point à savoir. Et le deuxième point, c'est que, bien évidemment, je suis arrivé au début de l'ursafisation de la GFIP, puisque, à l'époque, la GFIP collectait les fonds des entreprises qui n'avaient pas atteint le 6%. Je suis arrivé, il y avait 1 milliard de contributions. L'URSSAF est passé par là. Les chiffres et les moulinettes ont donné la vérité de la politique handicap en France. Et aujourd'hui, le réservoir financier de la GFIP, c'est 550 millions d'euros. Je n'ai pas été un président qui a vidé les caisses. C'est l'URSSAF qui a repris le pilotage financier. Il y a un delta quand même de 450 millions d'euros, c'est pas rien. Et au-delà des 450 millions manquants, l'État m'a mis une pression pendant 3 ans, et je l'assume pleinement, même si je suis enregistré. J'ai vécu des moments très douloureux avec certains ministres où ils ont essayé de ponctionner la GFIP, notamment pour financer la politique non marchande et non milieu ordinaire, à savoir la politique des EA et des ESAT, des entreprises adaptées, qui ne sont pas le milieu ordinaire. Le président qui vient d'être élu depuis le 17 septembre, il a été contraint et forcé de lâcher 100 millions d'euros sur les 550 millions d'euros pour financer les entreprises adaptées. Qu'aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans un contexte où les aides sont beaucoup plus rationalisées, les compensations sont de plus en plus rationalisées, et donc, bien évidemment, ça signifie que les parcours professionnels des personnes en situation dans le monde du travail sont un peu plus fragilisés, sauf si l'entreprise a les moyens de faire une politique handicap. Entre-temps, je vous fais un bref. Ça va, je vous endors pas? Il faut le dire. Hein. Si vous voulez une pause, le président il vous donnera la pause. Hein. Alors, pour revenir à notre propos, il y a des choses à savoir très basiques. Et moi, je vous ferai transmettre par le président et son équipe les supports de formation, si vous voulez, pour vous faciliter, je dirais, toute cette discussion. Et après, on fera les questions-réponses, si vous voulez bien. Parce que là, je suis rentré dans mon trip, et si je ne m'arrête pas, il n'y aura pas de questions-réponses. Hein. Voilà. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la politique handicap, la première loi qui est marquante, c'est une loi de 75, Simone Veil. C'est une période très importante. La deuxième loi qui est très importante, c'est la loi du 10 juillet 87, où le législateur a décidé la mise en place de l'AGFIP, Association de gestion des fonds de la politique handicap en entreprise. C'est offrir des services pour accompagner les parcours professionnels, compenser les situations de handicap, quel que soit le type de handicap, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les situations de handicap moteur, sensoriel, psychique, cognitif, mental, polyhandicap, maladies invalidantes, puisque ça n'a pas été mis, les cancers et les maladies invalidantes font partie des politiques handicap. Donc c'est l'objet social de l'AGFIP, et c'est la loi du 10 juillet 87 qui a créé, je dirais, cette possibilité pour compenser et aménager les postes de travail de tous salariés dans le secteur privé pour ne pas vivre la discrimination dans le monde du travail et pouvoir continuer à assumer ses missions, soit par le biais de la compensation, soit par le biais d'une formation, soit par le biais de leviers pour toujours être utile à la société et à l'entreprise. L'autre loi qui est fondamentale et qui est très importante, c'est la loi du 11 février 2005. La loi du 11 février 2005 déjà définit une politique d'égalité des chances très cadrée, avec aussi la temporalité du handicap. Ça peut être un handicap qui est pérenne,
irréversible, ça peut être un handicap pendant un certain temps, un cancer, vous avez des soins, ça peut être une situation de handicap parce que vous avez eu un bras cassé, ça se passe pas bien, et donc vous obtenez une RQTH pour 3 ans, 5 ans, enfin voilà, tout ça c'est défini par les MDPH et puis par les CDAPH, et puis ça peut être aussi une situation de handicap liée par exemple à pousser une poussette parce que vous avez un bébé. C'est une situation de handicap, c'est défini par la loi. Tout ça renvoie à la notion d'accessibilité pour tous et partout. Accessibilité pour tous et partout, non pas uniquement au niveau du cadre bâti, mais aussi au niveau du numérique. Avec la règle RG2A, pour celles et ceux qui sont informaticiens et qui connaissent tout ça. Et puis, cette loi a créé le FIPHFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées, qui ouvre les mêmes missions que la GFIP, mais pour le secteur public. Et à ça, on ajoute une chose qui est quand même assez importante et qui est assez révolutionnaire, même si aujourd'hui c'est fortement critiqué parce que les délais de traitement des dossiers sont assez longs, c'est la création des maisons départementales du handicap, les MDPH, qui sont attachées à la CNSA. Budget de 5 milliards d'euros quand même. Il faut l'avoir en tête. 5 milliards d'euros, bien évidemment, pas pour gérer uniquement la politique handicap, mais pour gérer aussi la politique de perte d'autonomie vieillesse. La fameuse 5e branche. Et donc, à partir de là, nous avons ces 3 lois fondamentales, et à ça, là je vais me retrouver en situation de handicap, parce que je vais devoir hausser la voix. Et puis vous aussi. Ça c'est un piège de Gilles Tellal, pour nous mettre en pratique. Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc la dernière des lois qui vient d'être mise en place, c'est la fameuse loi Choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, avec la mise en place des référents handicap dans toutes les entreprises qui ont plus de 250 ETP. C'est une loi fondamentale, puisqu'elle revoit également le taux d'emploi, le calcul du taux d'emploi, ce qu'on appelle l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, puisque on ne calcule plus comme avant l'intégration dans le taux d'emploi de la main-d'œuvre EA et ESAT. Autrement dit, on ne calcule que les gens dans le milieu ordinaire pour le calcul du taux d'emploi. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'entreprises qui ont leur taux d'emploi qui a chuté. C'est les effets de la loi du 5 septembre 2018, avec son application au 1er janvier 2020. Voilà. Et puis, vous avez aussi une chose qui est très importante et qui n'est pas anodine, c'est que le législateur a décidé que l'AGFIP n'était plus le collecteur des fonds, mais c'est l'URSSAF, avec la mise en place de ce qu'on appelle la DSN, Déclaration Sociale Nominative. Chaque mois, l'entreprise déclare, et à la fin, il y a un taux qui sort, et c'est ce taux donc, qui permet de donner la photographie en France de chaque entreprise pour le taux d'emploi des personnes handicapées. Par rapport au taux d'emploi des personnes en situation de handicap en France, au niveau du privé, on n'y est pas. Parce que la loi date de 1987, le taux d'emploi aujourd'hui hors majoration, c'est-à-dire les 50 ans et plus, je ne les inclus pas parce qu'ils sont majorés à 1,5 ETP, mais là on rentre dans le technique et je ne veux pas vous perdre, donc on ne va pas aller sur ces sujets très techniques. Le taux d'emploi aujourd'hui hors majoration, il est de 3,6%. Dans le secteur public, sans opposer les chiffres, parce que ce n'est pas les mêmes modes de calcul, ils sont à 5,8%. Très proche du 6%. Il y a un danger. Parce que la fameuse loi du 5 septembre 2018, mise en application au 1er janvier 2020, elle dit quoi? Elle dit que le Parlement doit se rassembler 5 ans après la mise en place de la loi du 5 septembre 2018, à partir du 1er janvier 2020, donc on est en 2025, pour revoir le taux de 6%. Parce que les deux fonds, le FIP et la GFIP, sont des fonds mortifères. Puisqu'il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap qui demandent une compensation, un aménagement de poste de travail, il y a de moins en moins de contributions financières, puisque le taux évolue. On a l'effet ciseau des courbes. De moins en moins de contributions, de plus en plus de demandes, et donc un manque de Grisby. Et en plus, l'État qui recherche de l'argent partout. Mais ça, c'est une chose, je dirais, qui est annexe. La chose la plus dramatique pour nous, c'est que l'État et le législateur souhaitent casser le paritarisme de gestion.
Et le FIP, dont j'ai été le premier vice-président du FIP, c'est la Caisse des dépôts. Et la GFIP, c'est le paritarisme élargi. Le risque, c'est une étatisation de la politique handicap. Et entre-temps, le législateur, il a fait quoi? Parce que tous les gens qui ont eu des postes stratégiques, je les connais bien, c'était des anciens directeurs du cabinet, ils sont positionnés au niveau de l'État à des postes stratégiques. Maëlys Glebaillon, ancien directeur du cabinet des ministres en charge des personnes handicapées, il est directeur général de la CNSA. Caroline De Kerle, qui était conseillère du ministre Olivier Dussopt, aujourd'hui, elle est directrice générale de la politique handicap au niveau de France Travail. Donc le législateur a fait quoi? A fait, bien évidemment, la clause de revoyure, mais il a créé aussi un aspirateur qui s'appelle France Travail, qui absorbe tout. Et le risque, là, cette année, c'est que peut-être il y a une nouvelle loi, à l'issue de la loi du 11 février 2005, pour moi ce serait une vaste blague et une vaste connerie, excusez-moi du terme, parce que l'artillerie juridique, elle existe, le problème c'est l'application de la loi. Mais la tentation de casser le paritarisme de gestion existe. Donc il y aura un débat cette année, avant la fin 2025, sur ce sujet, sur le taux de 6%. Et à voir s'il n'y aura pas fusion-absorption des deux fonds. Moi, je suis arrivé comme personne de la fonction publique à la tête de la GFIP. Tout le monde pensait, parce que j'étais ancien premier vice-président du FIP, tout le monde pensait que j'allais céder à la pression de l'État pour être l'homme de la fusion des deux fonds. Mais sauf que j'ai démissionné de mon poste de premier vice-président du FIP quand j'étais élu président, et dans ma profession de foi, alors qu'il y avait 4 candidats à la GFIP et que je suis le premier président issu de la CFE-CGC depuis 1987, Bernard Salengro avait été candidat 5 fois, j'avais dit dans ma profession de foi, il sera hors de question d'étatiser ou de fusionner et absorber le FIP et la GFIP parce que ce n'est pas du tout les mêmes modes de fonctionnement, ce n'est pas les mêmes critères de représentativité. Je m'explique. Dans la fonction publique, il y a 8 fédérations qui représentent le monde des 3 versants de la fonction publique, incluant Sud, FSU et puis l'UNSA, et puis la FAFP, alors que dans le monde interprofessionnel au niveau du privé, CGT, CFE-CGC, enfin pas dans l'ordre, hein, CFDT, FO et puis CFTC. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes critères de paritarisme et on n'est pas non plus sur les mêmes critères de calcul de l'OETH, donc j'avais toujours dit non. Et pourtant, j'ai subi certaines pressions parce que je pensais vraiment que j'allais être quelqu'un qui allait essayer de rapprocher les deux fonds. Non, on ne mélange pas les carottes et les pommes de terre pour essayer de faire une politique efficiente. Et puis de toute façon, je vais dire, les contributions qui viennent de l'entreprise, ce sont les contributions du MEDEF et de la CPME, et ce n'est pas les contributions qui viennent des différents ministères et différentes collectivités territoriales ou de l'hospitalière. Voilà ce que je voulais vous indiquer pour planter le décor. Alors, en dehors, je dirais, de ce panorama lié à la photographie des textes qui existent, des outils que la CFE-CGC, que je vous présenterai tout à l'heure, peuvent mettre à votre disposition, aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Le taux d'emploi est de 3,6. Les primo entrant dans le monde du travail, c'est un parcours du combattant pour montrer qu'ils ont des talents et des compétences. On les restreint plutôt sur leurs différences et leur incapacité à faire certaines choses, parce qu'il peut y avoir des restrictions d'aptitude en fonction du type de handicap, et c'est une discrimination qui est flagrante. Dans le monde de l'entreprise en France, il n'y a que 50% des entreprises qui ont un accord handicap. C'est pas beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas d'accord handicap, que l'entreprise ne fait pas de politique handicap. Il y a des entreprises qui n'ont pas d'accord et qui font des politiques handicap parfaites. Une personne revient suite à une maladie invalidante, un cancer ou alors une situation d'un trouble moteur, elle a l'aménagement et la compensation qui est faite par son entreprise sans aucune difficulté. Et puis il y a des accords handicap qui sont minimalistes, qui sont des pâles contrefaçons du Code du travail et qui ne sont pas suivis. Ce qui est important, je dirais, au niveau de vous, de nous, c'est d'insister sur le pilotage et le suivi d'une politique handicap. Si c'est pour signer un accord handicap et puis derrière ne pas avoir des pilotages et des suivis réguliers, c'est une politique handicap qui va vivoter et qui ne va pas évoluer.
Et la grosse difficulté qui est majeure, et c'est le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est qu'il faut impérativement aujourd'hui prendre en compte tout ce qui est troubles psychiques, cognitifs et mentaux dans le monde du travail. Et ça, l'entreprise ne veut pas y aller. Parce qu'ils ont des préjugés, parce qu'ils ne connaissent pas, et parce qu'ils ont peur eh bien, qu'une personne qui a un trouble psychique, cognitif ou mental ralentit la production et la compétitivité de l'entreprise, qui est complètement faux et préjugé. Puisque il y a certaines entreprises, et on le voit avec des recrutements massifs d'autisme, de formes d'autisme, qui ont une production qui est extraordinaire. Y compris sur des personnes qui sont dans le domaine très technique de l'informatique, avec des gens qui ont des formes d'autisme et qui sont extrêmement performants. Donc il y a beaucoup de préjugés. Alors nous, à la CFE-CGC, on a des outils. Mais avant de parler des outils, je voudrais quand même faire l'interaction avec les questions-réponses et par rapport au travail que Julien a fait.